Personne ne comprenait, et plus je tentais d'expliquer, plus cela semblait irréel. Il y a environ 3 ans, je vivais une période difficile. J'étais dans une relation compliquée avec mon petit ami de l'époque, dans un pays qui n'était pas le mien. Depuis un moment déjà, je pensais à rentrer chez moi, à tout recommencer ailleurs. Une nuit, alors qu'il dormait à côté de moi, j'ai fait un rêve si net, si précis, qu'il m'a marqué instantanément. Dans ce rêve, j'étais dans un appartement de mon pays natal, un lieu que je ne reconnaissais pas mais qui me semblait familier, comme une version future de ma vie. Je faisais la lessive. J'étais agenouillé devant la machine à laver, tirant les vêtements humides pour les mettre dans le panier. Parmi eux, il y avait un t-shirt d'homme et une paire de boxeurs. Je me suis figé, les vêtements à la main, et c'est à ce moment-là qu'un homme est apparu dans le couloir. Il m'a souri, simplement, comme si cette scène était parfaitement normale. Je me suis réveillé aussitôt, le cœur battant. Mon petit ami dormait toujours. Je l'ai secoué doucement et je lui ai raconté mon rêve, en riant à moitié. Tu sais quoi? Je crois que je vais finir avec un certain John, qui joue au basket. Il a juste ouvert les yeux, esquissé un sourire fatigué et m'a murmuré, bonne chance avec lui. Puis il s'est rendormi. Pendant quelques jours, j'ai repensé à ce rêve, à la netteté des images, à la sensation étrange qu'il ne s'agissait pas d'une invention, mais d'un souvenir d'une vie que je n'avais pas encore vécue. Puis le temps a passé, les choses ont changé, la relation s'est terminée, et j'ai fini par rentrer chez moi. L'année dernière, je faisais la lessive dans mon appartement, mon vrai appartement, dans mon pays. Je me suis agenouillé devant la machine, j'ai tiré les vêtements encore tièdes, et j'ai reconnu le t-shirt. Puis les boxeurs. Les mêmes, identiques à ceux de mon rêve. Et, dans le couloir, mon petit ami est apparu. Il m'a souri, exactement de la même manière. Son prénom? John. Il joue au basket. Je suis resté là, immobile, incapable de respirer un instant. Tout ce que j'avais rêvé s'était déroulé, détail pour détail, sans que je l'aie cherché. Ce n'était pas un simple déjà-vu, c'était la reproduction exacte d'un fragment de rêve devenu réalité. Il m'est déjà arrivé de vivre de petits moments étranges, des situations qui m'ont donné l'impression qu'il y avait peut-être un glitch dans la réalité, mais jamais rien d'aussi effrayant que ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a quelques heures, j'étais à Wegmans avec mon petit ami. Nous avions exactement 3 articles à acheter. Nous avons garé la voiture, sommes rentrés, et je l'ai laissé mener la marche dans les allées puisque tout ce que nous devions prendre était pour lui. J'avais les yeux rivés sur son dos tout le temps. L'un des articles qu'il voulait était un pack de 4 de son cidre préféré, qui se trouve tout au fond du magasin. Alors que nous approchions de cette zone, j'ai vu mon petit ami se retourner, me sourire, puis passer par une ouverture dans l'allée vers un petit renfoncement où il y avait un espace dégagé avec des piles de cartons de bière saisonnière. Dès que j'ai pénétré à mon tour dans cet espace, il n'était plus là. Disparu. J'ai arrêté de marcher et je l'ai appelé. J'ai regardé tout autour du renfoncement et derrière les piles de cartons, pensant qu'il me faisait une blague, mais il n'était tout simplement pas là. J'étais complètement perdu. Je suis sorti dans l'allée et je suis tombé sur lui. Il s'est immédiatement retourné pour regarder derrière lui, puis il m'a demandé comment j'étais arrivé là. D'après lui, et il lit pendant que j'écris pour que je sois sûr de ne pas déformer les faits, je l'avais suivi jusqu'à l'endroit où se trouvent les réfrigérateurs. Il affirme que je me tenais juste à côté de lui et qu'il s'est même retourné pour vérifier que c'était bien moi. Après avoir pris ce qu'il voulait, il dit que nous avons continué ensemble vers le coin suivant. Et c'est là qu'il est tombé sur moi. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait quand il m'a raconté sa version, mais j'ai commencé à le questionner sérieusement une fois dans la voiture. Au début, nous nous sommes disputés. Lui jurait qu'il ne me faisait pas une blague, et moi je jurais que je n'étais pas folle, que je l'avais bel et bien vu me sourire avant d'entrer dans ce renfoncement. Il jure sur sa vie que j'étais à côté de lui quand il a sorti le pack du réfrigérateur. Et moi,
Je jure sur la mienne que je l'ai vu se diriger vers le renfoncement, et c'est exactement là que je suis allé. Je n'étais absolument pas près des réfrigérateurs. Nous avons tous les deux été tellement bouleversés par ce qui s'est passé que, de retour à la maison, nous avons fait un schéma du magasin pour essayer de comprendre, pour que quelqu'un puisse nous dire que nous ne sommes pas fous. Je ne peux pas poster d'image ici, alors je vais laisser un commentaire avec le diagramme que nous avons fait. Les flèches rouges représentent le chemin que mon petit ami et moi avons tous les deux emprunté à l'aller et au retour. Quand nos chemins se séparent, le bleu représente mon parcours et le vert le sien. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, et lui non plus. Nous sommes tous les deux terrifiés. S'il vous plaît, dites-nous que nous ne sommes pas fous, parce que nos deux versions nous semblent aussi réelles l'une que l'autre. Le bug le plus étrange de la matrice que j'ai jamais vécu, c'est d'avoir écrit la nécrologie de mon grand-père, bien vivant et en bonne santé, au moment exact où il est mort d'une crise cardiaque. À l'université, je suivais un cours de journalisme, entre actualité dure et actualité légère. L'un des devoirs consistait à rédiger la nécrologie de l'un de nos grands-parents. Le professeur avait précisé que, si tous nos grands-parents étaient encore en vie, il fallait en choisir un tout de même. Dans mon cas, ils l'étaient tous. J'ai repoussé l'exercice jusqu'à la veille du rendu, trouvant le sujet un peu absurde. Cherchant rapidement sur qui écrire, j'ai appelé ma mère pour lui demander quelques informations biographiques sur mon grand-père maternel, qui vivait une retraite paisible, sans le moindre souci de santé. Pendant que nous parlions de la carrière de mon grand-père, ma mère ne se souvenait plus du nom d'une des entreprises où il avait travaillé. Elle m'a alors sermonné pour avoir attendu la dernière minute, car il était déjà tard 22h30, heure de mon grand-père. Finalement, elle a dit qu'elle allait l'appeler pour savoir s'il était encore réveillé et pourrait lui donner la réponse avant le lendemain matin, quand mon devoir devait être rendu. Quand elle a appelé, c'est ma grand-mère qui a décroché, affolée. Elle a expliqué que les secours venaient d'arriver et tentaient de ranimer mon grand-père, qui venait de s'effondrer et ne respirait plus. Ma mère est restée en ligne pendant qu'il le transportait à l'hôpital, où il a été déclaré mort, probablement à cause d'une crise cardiaque. Pendant tout le temps où ma mère et moi parlions au téléphone de sa nécrologie, il était en train de mourir, sans aucun signe avant-coureur. Au final, nous avons utilisé le texte que j'avais rédigé pour ce devoir comme véritable nécrologie. Chaque fois que j'y repense, le timing me donne encore des frissons. Il m'est arrivé un truc si étrange que j'en parle encore parfois, sans vraiment réussir à le comprendre. J'étais dans ma voiture, arrêté à un feu rouge, tranquille. Il faisait beau, pas trop de circulation. J'étais sur la voie de gauche, à attendre que le feu passe au vert. C'est à ce moment qu'une voiture s'est arrêtée à ma droite, sur la voie d'axe en grave côté. Rien d'inhabituel. Elle a mis son clignotant, a tourné à droite au moment où le feu est passé au vert. En la regardant partir, j'ai aperçu sa plaque d'immatriculation, et sans raison particulière, j'ai commencé à la répéter dans ma tête. C'est une habitude que j'ai, un genre de tic mental, parfois je retiens des chiffres ou des mots sans y penser. 5 secondes plus tard, à peine le temps de respirer, la même voiture s'est arrêtée à nouveau à ma droite. Exactement au même endroit. Même plaque, même couleur, même conducteur. Elle a refait la même manœuvre, s'est remise à tourner à droite, comme si tout venait d'être rejoué. Je me suis figé. Ce n'était pas une impression, ni un souvenir confus. J'étais encore en train de réciter la plaque d'immatriculation dans ma tête quand la scène s'est répétée, identique, précise, impossible à ignorer. J'ai senti la panique me gagner. J'ai allumé mon clignotant et j'ai tourné aussi, depuis la voie de gauche, pour essayer de comprendre. Peut-être que le type avait fait un demi-tour quelque part ? Peut-être qu'il y avait une rue cachée, un rond-point que je n'avais jamais remarqué ? Mais non. Le prochain accès possible était bien trop loin pour qu'il ait pu revenir aussi vite. Je me suis arrêté sur le bas-côté quelques secondes, les mains tremblantes sur le volant. Tout autour de moi semblait normal, banal. Et pourtant, je venais de vivre la même scène 2 fois à quelques secondes d'intervalle, en temps réel. Pas un déjà-vu,
pas une confusion de mémoire, c'était une répétition parfaite de quelque chose qui venait de se produire sous mes yeux. Il y a quelques années, alors que je travaillais dans un magasin, il m'est arrivé quelque chose d'absolument inexplicable. Je me souviens que je marchais vers un groupe de collègues, en plein milieu d'une journée ordinaire. Les clients allaient et venaient, les conversations se mêlaient, la musique de fond jouait comme d'habitude. Et puis, sans le moindre avertissement, tout s'est arrêté. Quand je dis tout, je veux dire vraiment tout. Les gens, les bruits, le mouvement, tout semblait figé, comme si le temps lui-même avait pris une pause. J'ai eu une fraction de seconde, un moment suspendu, pour observer autour de moi. Une femme tenait un panier en plein geste, un collègue riait, mais son sourire était resté figé. C'était silencieux, complètement irréel. Et puis, aussi brusquement que cela avait commencé, tout est reparti. Le son, les mouvements, les voix, comme si rien ne s'était passé. J'étais resté là, figé à mon tour, complètement déboussolé. Mon cœur battait à toute vitesse, et je me suis demandé si j'avais rêvé les yeux ouverts. J'ai fini par aller vers mes amis, un peu nerveux, et je leur ai demandé « Vous avez senti un truc bizarre ?» Un genre de pause, un moment où tout s'est arrêté. Ils m'ont regardé comme si j'étais fou. L'un d'eux a ri et m'a dit que non, que c'était juste moi. Mais non, je sais ce que j'ai vécu. Ce n'était pas un vertige, pas une hallucination. C'était réel, aussi réel que ce magasin, que le bruit de la caisse et l'odeur du café dans la salle de pause. Et pourtant, ça ne ressemble à rien que je puisse expliquer. Je me souviens parfaitement de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était complètement fou. Le lendemain, j'ai demandé à tout le monde si quelqu'un d'autre avait vécu la même chose, mais personne n'avait remarqué quoi que ce soit d'étrange. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement produit, mais je crois que j'ai peut-être voyagé dans le temps. Voici ce qui est arrivé. La journée avait été tout à fait normale, rien d'inhabituel. Une journée d'école classique pour un enfant de 8 ou 9 ans. Je suis rentré à la maison, tout s'est passé comme d'habitude. J'ai dîné, fait mes devoirs, et il était l'heure d'aller me coucher. Ma mère m'a bordé, m'a souhaité bonne nuit. Mon frère m'a parlé quelques secondes, puis nous avons arrêté de discuter. J'ai entendu du ronflement venir d'au-dessus. Je me suis dit, waouh, je ne savais pas qu'il pouvait s'endormir aussi vite. Alors je me suis tourné sur le côté. Je sais avec certitude que je ne me suis pas endormi. Je n'ai même pas fermé les yeux plus d'une seconde. Puis je me suis retourné parce que j'ai vu de la lumière venant de l'extérieur. Et là, j'ai entendu ma mère entrer dans la chambre et dire bonjour. C'était déjà le matin. Je n'avais pas l'impression d'avoir dormi. Ce n'était pas la fatigue normale qu'on ressent après une nuit blanche de 10 ou 11 heures. Non, c'était comme si la nuit entière s'était écoulée en 2 minutes à peine. Je n'en parle pas souvent, mais j'en ai discuté avec mon frère le lendemain, et il m'a dit qu'il avait mis environ 10 minutes à s'endormir. À ce jour, je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là. C'était en 2e année, en 2012, et je me souviens très bien que c'était le 16 novembre. Cette histoire me hante depuis qu'elle est arrivée, et les rares personnes à qui je l'ai racontée n'ont pas compris pourquoi elle me trouble autant. La semaine dernière, j'étais en train de faire des courses avec ma mère dans un Marshall. À un moment, j'ai repéré un présentoir où se trouvaient plusieurs carnets, journaux et bloc-notes. Une femme s'y tenait déjà, alors j'ai attendu poliment qu'elle s'éloigne avant de m'en approcher. Une fois seul, j'ai pris quelques articles un par un, les ai feuilletés, puis reposés soigneusement. Tout cela a duré peut-être 40 secondes, pas plus. Puis, au moment où j'allais en attraper un autre, j'ai vu quelque chose qui m'a figé. Sur le dessus d'un des carnets que je venais tout juste d'examiner, se trouvait un téléphone. Un iPhone avec une coque argentée et réfléchissante. Ma mère était la seule personne à proximité, alors j'ai levé la voix pour lui demander « Eh, c'est ton téléphone ?» Mais elle s'éloignait déjà et ne m'a pas entendu.
J'ai donc pris le téléphone dans ma main et, tout de suite, j'ai su que ce n'était pas le sien. Je suis resté là, debout, sans comprendre. Comment ce téléphone avait-il pu apparaître exactement à l'endroit où je venais de poser ma main quelques secondes plus tôt? Personne ne s'était approché. Le rayon était calme, je n'avais entendu aucun bruit, aucune silhouette ne s'était glissée près de moi. J'ai même vérifié le présentoir, pensant que peut-être j'avais reposé un carnet identique à un autre endroit et que le téléphone se trouvait déjà là, mais non, il n'y avait qu'un seul exemplaire de ce modèle. Hésitant à le laisser sur place, j'ai fini par retrouver la femme qui regardait les articles avant moi. Je lui ai demandé si c'était le sien, elle a secoué la tête. Alors je me suis dirigé vers les caisses pour le remettre à un employé. À peine arrivé, une cliente déjà en train de payer s'est exclamée « Oh, c'est mon téléphone » et l'a récupéré. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucun moyen logique pour que cela se soit passé ainsi. Comment aurait-elle pu poser son téléphone à l'endroit précis où je regardais, sans que je la voie, et se retrouver à la caisse avant moi, en un laps de temps aussi court? J'ai vécu une expérience assez troublante il y a plus de 20 ans, à une époque où je travaillais dans un petit cinéma de quartier qui comptait seulement 3 salles. Ce genre d'endroit où tout le monde se connaît, où les soirées sont tranquilles quand les films sont lancés et que les spectateurs sont installés. Ce soir-là, toutes les projections étaient en cours, donc nous, les employés, on traînait près du comptoir, à discuter de tout et de rien. Je ne me souviens plus du sujet exact de la conversation, juste que je parlais, que les mots sortaient machinalement. Et, sans prévenir, au milieu d'une phrase, j'ai dit distinctement « voiture rouge décapotable ». Les mots sont sortis comme une évidence, sans que je sache pourquoi. Puis, presque instinctivement, j'ai tourné la tête vers la route, à travers la grande vitre du hall. Tout le monde m'a imité, intrigué. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien passé. Et puis, comme si la réalité suivait un scénario écrit d'avance, une voiture décapotable rouge a tourné le coin de la rue et a passé devant le cinéma. Exactement ce que je venais d'annoncer. J'ai senti une chaleur monter dans mon visage, une sorte de vertige. Mes collègues se sont exclamés, à moitié hilars, à moitié effrayés. On a ri nerveusement, mais dans l'air, il y avait une tension bizarre, comme si quelque chose venait de se produire que personne ne pouvait expliquer. Il y a quelques années, je pêchais de nuit avec mon oncle à un endroit où nous étions déjà allés des dizaines de fois. Vers minuit, nous avons remarqué une silhouette sur la berge opposée du fleuve, à une 50aine de mètres environ. Ce côté-là est pratiquement inaccessible, aucun sentier, une végétation épaisse, un endroit complètement isolé. Au début, on aurait dit un homme qui marchait le long de l'eau. Même avec un simple quart de lune, on le voyait clairement. J'ai allumé ma lampe torche dans sa direction et le faisceau l'a illuminé comme en plein jour. Il avait tout d'un être humain, sa démarche, sa taille, sa posture. Il a marché sur quelques dizaines de mètres, puis s'est glissé derrière un arbre, et il n'en est jamais ressorti. Nous lui avons même crié quelque chose, mais il n'a pas réagi, pas un mouvement, pas un son. Nous sommes restés encore 3 ou 4 heures sur place, les yeux fixés sur l'endroit exact où il avait disparu, et rien. Pas un bruit, pas la moindre trace. Le lendemain, je suis retourné sur les lieux en plein jour. Il n'y a absolument nulle part où quelqu'un aurait pu se cacher. Le terrain est plat, sans creux, sans abri, sans rien qui permette de s'éclipser ainsi. Aucune trace d'animal non plus. Mon oncle et moi avions vu la même chose, une silhouette qui bougeait comme un être humain. Et pourtant, elle s'est volatilisée. Jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un, ou quelque chose, a pu disparaître de cette façon. J'en ai reparlé plusieurs fois avec mon oncle avant qu'il ne décède, et chaque fois, la même sensation me revenait. Une angoisse sourde, presque glaciale. Ce soir-là, tout avait une atmosphère étrange, comme si la rivière elle-même retenait son souffle. Je ne sais toujours pas ce qui aurait été le pire. Si c'était réellement une personne, alors c'est encore plus inquiétant. Avant de partir, mon oncle m'a demandé s'il fallait qu'on aille vérifier, qu'on traverse pour voir. J'ai refusé et je lui ai dit de ne surtout pas y aller.
Il a hoché la tête, et nous sommes restés silencieux, les yeux fixés sur cet arbre, sans jamais détourner le regard. Toute la nuit, ce n'était plus la pêche qui nous occupait, mais cette présence muette de l'autre côté de la rive. C'est une de ces histoires qui ne quittent pas l'esprit, parce qu'elle semble impossible et pourtant, elle s'appuie sur quelque chose de bien réel. Il y a quelques mois, en feuilletant de vieilles photos de famille, j'ai trouvé quelque chose qui me hante depuis. Ce n'est pas une erreur de mémoire, ni une illusion d'optique. C'est une preuve tangible, fixée sur du papier photo. J'étais en train de trier les clichés de mon 7e anniversaire. Sur chaque photo, ma mère avait noté au dos la date et l'occasion, avec son écriture familière. Des images banales, un gâteau, des cousins, des ballons, des rires. Puis, au milieu du tas, une photo qui m'a glacé. On m'y voit avec mon cousin, le frère de ma cousine la plus proche, posant devant la cheminée de la vieille maison de mes parents. Rien d'étrange à première vue. Mais sur le manteau, parmi les bibelots, il y a un cadre. Et dans ce cadre, un portrait de ma cousine, qui n'aurait pas pu exister à l'époque. C'est une photo d'elle à 17 ans, dans sa tenue de danse classique, posant pour un cliché de studio. Je me souviens parfaitement de cette séance photo, c'était la même année que la mienne, mais nos mères avaient choisi des styles très différents. Elle, adulte, élégante, sûre d'elle. Moi, plus sage, dans une pose bien plus catalogue. Ce cliché précis a toujours été conservé dans un cadre double, un cadre articulé où se trouvaient côte à côte nos deux photos de danse. Or, sur cette photo de mon 7e anniversaire, on distingue clairement la moitié du cadre contenant le portrait de ma cousine à 17 ans. Ce cadre, à cet âge-là, n'existait pas encore. J'ai cherché des explications rationnelles. Peut-être un effet de lumière, un reflet, une superposition accidentelle due au vieillissement du papier. Mais non. Le cliché est net, parfaitement net. J'ai même scanné la photo et envoyé la copie à ma mère. Sa seule réaction a été « c'est étrange ». Et c'est tout. J'ai cherché le fameux cadre articulé. Ma mère jure qu'il faisait partie des affaires que j'ai emportées quand mes parents ont déménagé. J'ai retrouvé ma propre photo de danse, celle de la même série, mais pas celle de ma cousine. Ni le cadre. Et maintenant, chaque fois que je regarde cette photo d'anniversaire, je ressens la même sensation déroutante, comme si le passé s'était brièvement mêlé au futur. Comme si une version plus ancienne de cette pièce avait laissé apparaître un fragment de ce qui allait venir, juste assez longtemps pour être immortalisé sur pellicule. Je ne crois pas vraiment aux histoires de glitch dans la matrice, mais je n'ai aucune autre explication. J'étais à un match de basket de lycée, un de ces soirs où la salle entière semble vibrer d'une même énergie. Les gradins étaient pleins, l'air chargé d'excitation et d'échos de basket crissant sur le sol verni. L'équipe locale menait d'1 point, il ne restait que quelques secondes à jouer. Le meneur de l'équipe adverse a récupéré la balle, a traversé le terrain à toute vitesse, puis, juste avant le signal final, il a lancé un tir désespéré depuis presque la moitié du terrain. Le ballon est monté très haut, décrivant une courbe parfaite dans les airs, puis s'est arrêté. Littéralement. Suspendu, immobile, à une vingtaine de mètres du sol, figé entre le plafond et le terrain. La foule a éclaté de rires et de cris, comme si c'était une sorte de gag ou un moment de comédie improvisée, mais moi, je suis resté pétrifié. Mon cerveau refusait d'accepter ce que je voyais. J'avais le souffle coupé, incapable de comprendre comment le monde avait pu, soudainement, oublier les lois de la gravité. Pendant de longues secondes, je n'ai pas bougé. Le ballon flottait toujours là, immobile, défiant toute logique. Je me souviens du silence relatif dans mon esprit, du bourdonnement confus des gens autour de moi, et de cette impression d'assister à quelque chose d'impossible. Puis, sans vraiment y penser, j'ai penché la tête de quelques centimètres sur le côté. Et tout s'est éclairci. Depuis mon angle, pile à mi-terrain, la structure métallique du toit était parfaitement alignée. Le gymnase avait de fines poutres d'acier formant des croisillons, des sortes de X, espacés régulièrement.
Le ballon s'était coincé juste dans la jointure de l'un de ses croisillons, maintenu par un improbable équilibre. Les barres étaient fines, peintes dans une teinte presque identique à celle du mur du fond et du ballon lui-même. De mon siège, à la distance et à l'angle exact où je me trouvais, elles étaient invisibles. La scène paraissait magique, absurde, presque surnaturelle. Il y a environ 4 ans, j'étais dans ma chambre en train de faire mes devoirs quand quelque chose d'inexplicable a commencé à se produire. Au début, c'était presque imperceptible, les bords de ma vision semblaient se flouter, comme si la lumière devenait trop forte ou si mes yeux refusaient de faire la mise au point. Puis, peu à peu, tout autour de moi a commencé à disparaître de ma vision périphérique, à s'effacer lentement, comme si le monde s'éloignait. En une trentaine de minutes, la situation s'est aggravée. Ma vue s'était rétrécie à un minuscule cercle clair, tout le reste n'était plus qu'un voile translucide, presque opaque. Je me suis levé, paniqué, et j'ai tenté de marcher dans la maison. Tout ce que je voyais semblait se désintégrer, se dissoudre dans l'air. Les objets perdaient leur contour, les couleurs se mélangeaient comme des taches d'encre. J'avais la sensation étrange d'observer une réalité qui se défaisait sous mes yeux. Je me souviens avoir essayé de me calmer, de fermer les paupières, de me dire que ce n'était qu'un malaise passager. J'ai fini par m'allonger, espérant que le repos arrangerait les choses. Mais quand je me suis réveillé, une douleur fulgurante m'a transpercé la tête, la pire migraine que j'ai jamais eue. Ma première, en fait. Plus tard, j'ai appris que certaines migraines s'accompagnaient de phénomènes visuels, des lumières, des formes, des couleurs qui clignotent, ce qu'on appelle l'aura. Mais ce que j'avais vécu allait bien au-delà. Ce n'était pas seulement de la lumière, c'était le monde lui-même qui semblait se déformer, se liquéfier, comme si mes yeux ne traduisaient plus la réalité correctement. Depuis, chaque fois que j'y repense, je me demande si mon cerveau n'avait pas simplement franchi une frontière fragile, brouillant la limite entre perception et illusion. Ce jour-là, j'ai compris à quel point la réalité qu'on croit voir n'est peut-être qu'un équilibre fragile, un fil de lumière tendu entre ce qu'on perçoit et ce qu'on croit percevoir. En février 2010, mon meilleur ami et moi avons séjourné à l'hôtel St. James, à Cimarron, au Nouveau-Mexique. L'endroit est réputé pour être hanté, et nous étions impatients de prendre des photos tard dans la nuit. L'hôtel possède un bar et un restaurant qui ferment à 21h. À peu près à ce moment-là, en passant devant la réception, le propriétaire nous a dit que nous serions les seuls clients pour la nuit. Nous allions donc avoir tout l'hôtel pour nous. Il y avait aussi un agent de sécurité présent la nuit, mais il ne semblait pas s'inquiéter que nous nous promenions pour explorer les lieux. En apprenant que nous serions seuls, nous avons couru jusqu'à notre chambre pour récupérer nos appareils photos et le reste de notre matériel. Nous étions surexcités à l'idée de commencer notre nuit. Une fois nos affaires en main, nous sommes redescendus dans le hall. L'agent de sécurité dormait profondément sur le canapé. Il s'est réveillé en sursaut quand nous sommes entrés et a lancé en souriant « Vous commencez tard, hein ?» Nous avons ri et acquiescé. Nous sommes sortis pour fumer une cigarette et vérifier nos téléphones portables, car le signal passait mal à l'intérieur. Quand j'ai ouvert le mien, l'écran affichait 1h30 du matin. Celui de mon ami aussi, 1h30. Nous étions sous le choc. Nous avions perdu au moins 4 heures entre le moment où nous étions montés chercher nos appareils et celui où nous étions redescendus. Je me souviens pourtant très bien de ce que nous avons fait dans la chambre. Nous rions, excités à l'idée de notre chasse aux fantômes. Tout ce que nous avons fait, c'est prendre nos caméras, enfiler des vestes légères et sortir. Il est impossible que cela ait pris 4 heures. Nous avons vérifié l'heure plusieurs fois, comparé les montres, regardé les horloges du hall et même demandé aux gardes quelle heure il était. Tout concordait, il était bien 1h30. Cet incident nous a mis extrêmement mal à l'aise pour le reste de la nuit. Nous avons tout de même exploré l'hôtel, mais nous étions nerveux, sur le qui-vive, et incapables de nous détendre. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé cette nuit-là.
Une histoire banale en apparence, mais qui tourne dans ma tête depuis hier. Tout commence avec quelque chose d'aussi ordinaire qu'un carton de lait. Je n'en consomme presque jamais. Pas de thé, pas de café, juste parfois un shaker de protéines ou un bol de céréales quand j'en ai envie. Hier soir, justement, je me suis servi un bol de céréales. En ouvrant le frigo, j'ai vu qu'il ne restait qu'un seul carton de lait, à peine rempli au tiers. J'ai même pensé que ma mère allait devoir en racheter bientôt, ou que j'irais peut-être en acheter moi-même le lendemain. Le lendemain arrive, aujourd'hui donc, vers 5 heures de l'après-midi. J'ai à nouveau envie de céréales. Je regarde dans le frigo, toujours le même carton, cette fois encore plus vide. Je le prends, je le sens presque léger dans ma main. J'ai fouillé un peu, mais non, pas d'autres cartons. Et j'ai bien pris soin de noter ce détail, parce que ma mère et son copain boivent des litres de thé et de café. Je savais qu'ils râleraient si je prenais le dernier fond, mais bon, la faim a gagné. J'ai versé un peu dans mon bol, en laissant à peine de quoi faire une tasse de café. 2 heures plus tard, ma mère et son compagnon se réveillent de leur sieste. Ils n'avaient pas bougé de l'après-midi. Je retourne dans la cuisine, ouvre le frigo, et là, 2 briques de lait. 2. Une entamée, une encore fermée, toute neuve. Je regarde, je cligne des yeux, j'ai même l'impression que le frigo a l'air plus rempli qu'avant. Ma mère est là, en train de préparer quelque chose, alors je lui dis « Ah, t'es sorti faire des courses, alors ?» Elle me répond tranquillement « Oui, ce matin. » Je reste figé. Ce matin ? C'est impossible. Je lui explique ce que j'ai vu, le carton presque vide, le dilemme intérieur, le fait que je me sois retenu d'en prendre trop justement parce qu'il n'en restait presque plus. Elle me regarde comme si j'exagérais, puis elle insiste, elle a bien acheté le lait ce matin, avant de rentrer à la maison. Pourtant, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai touché. Je me souviens du poids du carton vide, de la sensation du liquide presque absent, de la réflexion que je me suis faite en le reposant. Il n'y a pas eu de sortie possible entre-temps. Il dormait. Personne n'a pu ramener quoi que ce soit. Je ne dis pas que c'est surnaturel, mais quelque chose ne colle pas. Pas de fuite de gaz, pas de symptômes étranges, rien d'explicable. Et pourtant, 2 cartons de lait pleins sont apparus comme si le temps avait sauté un battement. J'étais chez moi, en train de ranger ma chambre, quand mon père est rentré vers 17 heures. J'ai entendu la porte d'entrée, puis ses pas familiers dans le couloir. Il est allé directement dans sa chambre, la porte grande ouverte, la lumière allumée. Il s'est changé, a enfilé des vêtements confortables, puis est ressorti quelques minutes plus tard. J'ai supposé qu'il descendait à la cuisine, comme d'habitude, pour prendre un café ou grignoter quelque chose. Quelques instants plus tard, j'ai voulu lui poser une question. Je suis allé dans sa chambre, mais elle était vide. Ses vêtements du jour étaient encore posés sur la chaise, les lumières toujours allumées, la porte toujours ouverte. J'ai fait le tour du rez-de-chaussée, puis de l'étage, j'ai appelé son nom. Rien. Le silence. Même dans le jardin, aucune trace de lui. C'était comme s'il s'était littéralement évaporé. J'ai fini par retourner dans ma chambre, un peu mal à l'aise. J'ai vérifié les pièces une seconde fois, mais c'était toujours pareil, aucune trace de mon père. Alors, pour essayer de me calmer, j'ai ouvert mon ordinateur et décidé d'écrire ce que je venais de vivre, histoire de le poster sur Reddit. En tapant les premières lignes, je me disais que c'était sûrement une méprise, un simple oubli de ma part, une illusion due à la fatigue ou à la lumière. Il était environ 18h15 lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau. Des bruits de clés, des pas lourds dans le couloir, et puis sa voix. « Salut, je suis rentré. » Je me suis figé. Il portait sa veste, son sac, et avait l'air de revenir du travail. Je lui ai demandé, un peu nerveusement, s'il était sorti tout à l'heure, s'il était rentré plus tôt avant de repartir. Il m'a regardé avec un air surpris et m'a répondu qu'il venait seulement d'arriver, qu'il avait dû prendre un bus plus tard que prévu. Je suis resté sans voix. Je savais ce que j'avais vu,
sa silhouette dans l'encadrement de la porte, sa voix, la lumière qu'il avait laissée allumée. Et pourtant, selon lui, il n'avait jamais mis les pieds à la maison avant cet instant. Je travaillais comme employé intérimaire dans un bureau. Mon travail consistait principalement à classer des dossiers, mais je faisais aussi un peu de saisie informatique. Les journées étaient longues, je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, mais c'était un boulot simple, répétitif. Je détestais l'entreprise, mais j'adorais le poste. Je m'étais plutôt bien entendu avec ma collègue de l'équipe du siège. On ne se connaissait que par email et messagerie instantanée, mais on discutait toute la journée, on rigolait, on collaborait sur des trucs comme les changements de système d'archivage ou les mises à jour du logiciel RH. Un jour, une nouvelle loi est passée, et on a reçu un mail disant qu'on avait 24 heures pour mettre en place d'importants changements à l'échelle de toute l'entreprise. Il fallait rédiger une nouvelle politique interne, faire des saisies massives de données, planifier des formations, des réunions. Un cauchemar. Alors on s'est appelé, c'était la première fois que j'entendais sa voix, et on s'est mis à tout planifier. On a fermé nos bureaux à clé, fait venir l'équipe informatique et quelques autres pour trouver la meilleure façon de s'en sortir vite et proprement. La réunion a duré 5 heures. Pendant tout ce temps, je tapais frénétiquement, j'étais la plus rapide au clavier, on échangeait nos idées par messagerie pour les intégrer ensuite, et j'étais en train de rédiger un email pour ma supérieure, absente ce matin-là, pour tout lui expliquer. Quand on a enfin terminé, j'ai entendu ma supérieure rentrer. Elle a ouvert sa boîte mail, a vu le message sur la nouvelle loi, et a accouru jusqu'à mon bureau, complètement paniquée. Je lui ai expliqué calmement qu'on avait tout réglé, qu'il ne restait plus qu'à valider l'email que je venais de lui envoyer. Sauf qu'elle ne le trouvait pas. Elle n'arrivait pas non plus à joindre ma collègue du siège, officiellement absente toute la journée pour un rendez-vous chez le dentiste. Je vérifie alors ma boîte d'envoi, aucun email. Mes messages instantanés? Vide. D'après l'historique de mon ordinateur, je m'étais connecté à 7h42 et je n'avais strictement rien fait de la journée. Même pas ouvert le mail concernant la nouvelle législation. J'ai tapé à toute vitesse un résumé de mémoire et envoyé un message d'excuse bidon, parlant d'un bug dans Outlook. Puis une collègue est venue frapper à ma porte pour me dire qu'elle était passée 6 fois dans la journée mais que je n'étais jamais là. Pourtant, je n'avais pas bougé de mon bureau. De plus en plus paniqué, j'ai contacté ma collègue du siège. Elle m'a confirmé qu'elle avait bien été chez le dentiste toute la journée, qu'on ne s'était jamais parlé, mais elle m'a remercié d'avoir cité son nom pour certaines idées. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Quand j'avais environ 8 ans, il m'est arrivé quelque chose d'étrange, quelque chose que je n'ai jamais vraiment pu expliquer. À cette époque, je passais beaucoup de temps sur ces jeux éducatifs pour enfants qu'on trouvait sur CD-ROM, dans les années 2000, Pajama Sam, Freddy Fish, Spy Fox. Je ne me souviens plus exactement lequel c'était, mais je sais qu'il y avait un passage avec une sorte de code chiffré à entrer pour ouvrir une porte. Et j'étais complètement bloqué. J'avais un ami qui jouait au même jeu et qui, lui, savait comment passer ce niveau. Je m'étais dit que je lui demanderais la solution la prochaine fois qu'on se verrait. Et puis, une nuit, je l'ai vu, dans un rêve. On était là, tous les deux, dans un décor qui ressemblait vaguement à celui du jeu. Je lui ai demandé le code, et il me l'a dit, simplement, sans hésiter. À mon réveil, je me souvenais parfaitement de la suite de chiffres. Je l'ai noté dans mon petit carnet, celui que je gardais toujours près de mon lit. Le lendemain, j'ai allumé l'ordinateur et j'ai relancé le jeu. J'ai entré le code, sans trop y croire, et la porte s'est ouverte. Exactement comme si j'avais eu la solution depuis toujours. Le plus fou, c'est que ce jeu générait normalement un code différent à chaque partie, alors même en connaissant la logique, il n'aurait pas dû fonctionner. Et pourtant, il a marché, du premier coup. Le semestre dernier, je parlais souvent avec une fille qui s'asseyait toujours à côté de moi. Elle s'appelait Adeline James. C'était quelqu'un de très doux, de calme, un peu timide peut-être,
mais toujours souriante. On avait fini par bavarder un peu avant les cours, parfois pendant, juste de petites conversations simples qui rendaient ces heures un peu moins longues. Puis il y a eu une grève de 2 semaines. Les cours ont été suspendus, tout le monde a un peu disparu dans son coin. L'examen final était juste après cette pause, et ce jour-là, Adeline n'était pas là. Je me suis dit qu'elle était peut-être malade, ou qu'elle s'était mise ailleurs dans la salle, mais j'ai trouvé ça étrange. Comme on a accès aux adresses des étudiants de chaque classe, j'ai décidé de lui envoyer un mail après l'examen. Je lui ai simplement demandé si tout s'était bien passé pour elle, pensant qu'elle avait peut-être passé l'épreuve dans une autre salle. Elle m'a répondu poliment, disant que tout s'était bien déroulé, mais elle a ajouté qu'elle ne se souvenait pas de moi. Sur le moment, j'ai cru qu'elle plaisantait. Alors je lui ai précisé, c'est moi, la fille à côté de toi au fond de la classe, on s'assoit toujours ensemble. Sa réponse m'a glacé. Elle m'a dit qu'elle s'asseyait toujours à l'avant, qu'elle n'avait jamais été au fond, et qu'elle pensait que je faisais erreur. J'ai commencé à douter. Peut-être avais-je confondu les prénoms? Alors j'ai vérifié la liste des étudiants. Il n'y avait qu'une seule Adeline James inscrite dans ce cours. Une seule. Et pourtant, la fille qui s'asseyait près de moi existait bel et bien. Je l'avais vue, entendue, je lui avais parlé des dizaines de fois. Elle avait même noté des choses dans son cahier pendant que je lui posais des questions. J'aurais juré que son prénom figurait sur la liste d'appel, que le professeur l'avait prononcé plusieurs fois. Mais après la grève, c'est comme si elle n'avait jamais été là. Plus personne ne semblait se souvenir d'elle. Personne ne se rappelait de cette fille assise au fond, près de moi. Alors je me retrouve avec cette impression dérangeante, j'ai passé des semaines à parler à quelqu'un qui n'existe pas dans les registres, qui a disparu du jour au lendemain, remplacé par une autre version d'elle-même, une Adeline James qui, elle, n'a jamais quitté le premier rang. Quand ma première femme et moi nous sommes mariés, nous avons adopté un chaton. C'était un chat tigré noir et brun grisâtre, très commun, rien de spécial dans son apparence, sauf qu'il était énorme. Il était tellement grand qu'on a fini par l'appeler Squirt, ironiquement. Je n'ai jamais vu un chat de cette taille avec ce genre de pelage. Bref, environ 9 ans après notre mariage, nous logions chez la mère de mon ex. Elle se plaignait d'un bruit dehors, sous sa fenêtre, qui ressemblait à un miaulement. Nous sommes sortis et avons vu notre chat, en train de gémir de douleur. C'était déchirant. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai ramené à l'intérieur, je l'ai posé doucement et j'ai essayé de le calmer tout en cherchant à comprendre ce qui n'allait pas. Ses pattes arrière ne bougeaient plus. Il essayait de ramper, mais c'était comme s'il était paralysé à partir du milieu du corps. Mon ex était inconsolable. J'étais bouleversé. Nous avons dû chercher un vétérinaire d'urgence, c'était un dimanche après-midi. Une fois arrivé chez le vétérinaire, il l'a examiné à peine 1 minute avant de comprendre, il avait fait une embolie qui avait paralysé la moitié de son corps. Non seulement il souffrait atrocement, mais il allait mourir dans d'horribles douleurs si nous ne mettions pas fin à ses souffrances. Nous avons donc pris la décision la plus difficile qui soit, le faire euthanasier. Ils nous l'ont rendu dans un sac. Nous sommes rentrés, avons creusé un trou d'environ 60 cm de large et presque 1 mètre de profondeur. Nous l'avons placé dans une jolie boîte et nous l'avons enterré. Puis nous sommes rentrés à l'intérieur. Je dois faire une parenthèse ici pour parler de mon ex-beau-père. C'était un homme formidable. Il avait travaillé 30 ans comme travailleur social, était extrêmement généreux et représentait tout ce qu'un chrétien devrait être. Si plus de gens lui ressemblaient, le monde irait bien mieux. Mais il avait été hippie dans les années 60 à 70 et avait pris énormément de LSD. Ce détail est important. Appelons-le Joe. Environ 1 heure après l'enterrement, mon ex et moi étions dans le salon, effondrés, essayant de surmonter le choc. Joe est descendu, est sorti dehors, puis est revenu quelques minutes plus tard avec un air inquiet, confus. Il a secoué la tête et est ressorti. Une vingtaine de minutes plus tard, il est revenu. Nous regardions la télévision et n'avons pas trop fait attention à lui jusqu'à ce qu'il dise d'une voix hésitante. « les gars ? Dites-moi. Est-ce que je me trompe, ou est-ce que c'est Squirt ?
Nous l'avons regardé et il tenait Squirt dans ses bras. Notre chat. Entier, vivant, miaulant. Nous étions complètement sidérés. Mon ex a crié « Je le savais, je le savais ». Et je me suis souvenu qu'elle avait dit plus tôt « Mon Dieu, il est tellement abîmé qu'on dirait même plus le même chat », mais j'avais mis ça sur le compte de la douleur. À partir de ce jour-là, nous l'avons surnommé « le chat mort » ou « Lazare » pour plaisanter. Il avait littéralement échappé à la tombe. Ce que je regrette, c'est pour la personne à qui appartenait réellement ce chat, qui n'a jamais su ce qu'il était devenu. Et pour répondre à la question, le LSD est pertinent parce que, quand Joe est sorti la première fois et a vu Squirt dehors, il a cru qu'il faisait une rechute hallucinatoire à cause de tout le stress. Il lui a fallu 20 minutes pour se convaincre que le chat était bien réel et qu'il pouvait le toucher. Même après, il n'était pas sûr de ne pas halluciner avant que nous lui confirmions que, oui, Squirt était bel et bien revenu d'entre les morts. Je n'étais pas allé chez le médecin depuis des années, et entre-temps j'avais déménagé dans un autre état. Il y a quelques mois, j'ai finalement pris rendez-vous pour un simple bilan, le premier depuis 2020. Le médecin m'a prescrit une série d'analyses de sang. Le lendemain, je me suis rendu au laboratoire, un endroit où je n'étais jamais allé auparavant. Quand l'infirmière m'a appelé, elle m'a dit en souriant, « On m'a dit que vous étiez difficile à piquer, c'est-à-dire que mes veines étaient difficiles à trouver. » J'ai senti mon estomac se nouer, car j'ai une peur panique des aiguilles. Mais j'étais aussi surprise. Je lui ai expliqué que c'était ma première visite ici et que, même dans mon ancien état, je n'avais jamais eu de problème pour une prise de sang. Elle a semblé hésitante, un peu déconcertée elle aussi, puis a procédé à la piqûre. Tout s'est déroulé sans la moindre difficulté. Quelques semaines plus tard, mon médecin m'a demandé de refaire d'autres analyses. Cette fois-là, j'avais négligé de boire de l'eau, mes veines semblaient se cacher sous ma peau. L'infirmière a tenté une première fois, puis une deuxième. Rien. Une autre est venue prêter main forte. À la troisième tentative, je me suis mise à pleurer, convaincu que cela ne finirait jamais. À un moment, une des infirmières m'a pris la main, et j'ai cru qu'elle essayait de me réconforter, mais non, elle cherchait une autre veine sur mon poignet. Finalement, elles y sont parvenues et m'ont laissé repartir, épuisé mais soulagé. Ce n'est qu'après coup que quelque chose m'a troublé. Lors de la toute première prise de sang, l'infirmière m'avait accueilli en disant qu'elle savait que j'étais difficile à piquer. Comment aurait-elle pu le savoir? Cet épisode n'avait pas encore eu lieu. C'est comme si le temps s'était emmêlé, comme si les deux rendez-vous s'étaient inversés. J'ai repensé à cette phrase, à son ton assuré, et un léger frisson m'a parcouru. Peut-être qu'il s'agissait d'une simple coïncidence, ou d'une erreur de dossier. Pourtant, une part de moi ne pouvait s'empêcher de se demander si, d'une manière étrange, quelque chose n'avait pas glissé dans la chronologie de ma vie, comme si l'avenir s'était brièvement invité dans le passé. C'était un de ces moments étranges, à la fois insignifiants et pourtant totalement incompréhensibles. J'étais au travail, et quelques collègues s'amusaient à lancer des dés pendant une pause. Rien d'extraordinaire, un simple jeu pour passer le temps. Dans un petit récipient en plastique transparent, un seul dé était enfermé, bien visible à travers le couvercle. L'un de mes collègues a pris la boîte, l'a secoué pour lancer le dé à l'intérieur, un geste banal. Mais ce qui s'est passé ensuite n'a tout simplement aucun sens. Le dé a bondi dans les airs et a roulé sur la table, comme s'il venait d'être libéré. Pourtant, la boîte était toujours fermée, couvercle bien clipsé, intact. Rien n'avait bougé. Je me suis arrêté net, bouche entrouverte, incapable de formuler la moindre explication. J'ai juste dit « En regardant la scène, et avant même que je puisse finir, mon collègue a ajouté « Comment, ça a pu arriver ?» On s'est regardé, complètement sidérés, parce qu'on avait tous les deux vu la même chose. Pas un malentendu, pas un tour de passe-passe. Le dé avait bel et bien quitté la boîte fermée. Ce n'était pas un de ces récits flous où un objet disparaît puis réapparaît ailleurs. Non, c'était immédiat, clair, sous nos yeux.
Une anomalie minuscule mais indéniable. Quand j'étais enfant, probablement au début de mon adolescence, j'allais souvent passer le week-end chez mon meilleur ami. Nous adorions jouer dans les bois qui commençaient juste derrière sa maison. Un jour, nous nous promenions avec des bâtons à la main, frappant les buissons comme des idiots, ce qui est important à préciser, car cela me permettait d'entendre où il se trouvait. À un moment, j'ai marché entre deux arbres espacés d'environ 3 mètres. Il ne m'avait pas semblé particulier sur le moment, mais quand j'y repense aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se distinguait des autres. Je ne sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce qu'ils étaient parfaitement parallèles, ou peut-être que c'est un détail que mon esprit a reconstruit après coup. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai franchi l'espace entre ces deux arbres, tout est devenu soudainement presque décoloré, pas complètement en noir et blanc, mais comme si toute la couleur avait été drainée de mon environnement. En même temps, tout est devenu silencieux. Je n'entendais plus rien, ni les oiseaux, ni le vent dans les feuilles, ni mon ami. Un silence absolu. Cela a duré peut-être 7 secondes, juste assez longtemps pour que je cligne des yeux, que je me demande ce qui se passe, et que je me retourne pour chercher mon ami, qui n'était nulle part en vue. Puis, d'un coup, tout est revenu à la normale. Dans mon souvenir, c'était comme si un ordinateur redémarrait. Les couleurs sont revenues, les sons aussi. J'ai de nouveau entendu mon ami derrière moi et je lui ai demandé s'il avait remarqué quelque chose d'étrange. Il n'avait rien vu du tout. Je souffre souvent de fortes migraines et il m'est arrivé d'autres phénomènes étranges que je pense liés à ça. Peut-être que c'était juste mon cerveau qui a eu un bug pendant un instant. Ce n'est pas la chose la plus étrange qui me soit arrivée, mais c'est celle dont je me souviens le plus clairement. Pour te donner un peu de contexte, je vis dans une résidence étudiante, dans une petite chambre où j'ai un lavabo juste à côté de mon lit. Si je m'assois au bout du matelas, je peux littéralement me laver les mains ou me brosser les dents sans bouger. Il n'y a rien d'autre à cet endroit, juste le lit, le lavabo, et le peu d'espace qu'il reste entre les deux. Quand je ne l'utilise pas, je me sers souvent du lavabo comme d'un vide-poche temporaire. Si je mange un bonbon par exemple, je jette le papier dedans en attendant de me lever pour aller le mettre à la poubelle. Rien d'étrange jusque-là. Mais depuis peu, il se passe un truc que je n'arrive pas à expliquer. J'avais posé mon petit ventilateur portable là, sur le rebord du lavabo. Pas dedans, comme d'habitude, mais juste en équilibre sur le bord. J'ai oublié qu'il était là, et en bougeant mes jambes, je l'ai accidentellement fait tomber. J'ai entendu le bruit distinct du choc sur le sol, et je me suis aussitôt levé pour le ramasser. Mais il avait disparu. Littéralement. J'ai cherché partout. Sous le lit, derrière le lavabo, entre les meubles, même dans les moindres recoins où il n'aurait jamais pu passer. J'ai déplacé les meubles, vérifié sous le tapis, ouvert chaque tiroir. Rien. Il s'était évaporé. J'ai fini par abandonner, un peu agacé mais surtout perplexe. Et puis hier, c'est arrivé à nouveau. Cette fois avec une gomme. Je l'avais posée sur le même rebord, elle est tombée pendant que je faisais autre chose. Même scénario, bruit, disparition, rien à retrouver. J'ai démonté presque tout ce que je pouvais bouger, j'ai changé les draps, inspecté le sol à 4 pattes. Rien. Ce qui me perturbe le plus, c'est que la pièce est minuscule. Il n'y a aucun endroit où un objet pourrait se glisser sans qu'on le voie. Une gomme, passe encore, on peut se dire qu'elle a roulé dans un coin improbable. Mais un ventilateur ? C'est trop gros, trop visible pour disparaître comme ça. Il m'est arrivé quelque chose de vraiment étrange, et pas qu'une seule fois. La première fois, j'étais au Central Market. En faisant mes courses, j'ai pris un paquet de carottes dans mes mains, j'ai hésité un instant, puis je les ai reposées. Rien d'inhabituel jusque-là. Mais une fois à la maison, en vérifiant mon ticket de caisse, j'ai remarqué que les carottes y figuraient, comme si je les avais bel et bien achetées. J'ai cru à une erreur de caisse, ou peut-être à une simple coïncidence. Le montant n'était pas important,
alors j'ai laissé passer. 2 semaines plus tard, j'y retourne. Cette fois, j'hésite devant une baguette bien dorée. Je la prends, je sens encore la chaleur du pain dans mes doigts, puis finalement, je décide de la reposer. Rien de plus banal. Sauf que, en regardant mon ticket, la baguette y était aussi. À nouveau, comme si le magasin avait enregistré une intention plutôt qu'un achat. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ce n'est pas un de ces magasins modernes où les produits sont scannés automatiquement quand on les met dans le panier. Là, on passe à la caisse, comme d'habitude. Pourtant, à 2 reprises, mes pensées, ou peut-être mes gestes hésitants, se sont matérialisés sur le reçu. Alors écoute bien, parce que même moi j'essaie de donner un sens à tout ça. Il y a 10 ou 11 ans, quand j'avais environ 9 ans, des adultes parlaient d'un garçon de ma classe et de ses résultats scolaires. C'étaient peut-être les mères de mes amis, je ne m'en souviens plus très bien. Et soudain, sans aucune raison, j'ai eu comme une vision, je me suis vu adulte, en couple avec ce garçon, en train de construire une vie avec lui. Des images ont défilé très vite, comme des fragments d'un futur possible. C'était extrêmement étrange, d'autant plus que je n'avais jamais eu de sentiment pour lui, je ne le remarquais même pas. À cet âge-là, je ne comprenais pas encore vraiment ce que c'était que d'avoir un crush. Cette vision m'a vraiment troublé, et j'y ai repensé de temps en temps au fil des années. Mais même plus tard, à l'adolescence, quand j'ai commencé à avoir des attirances et à vivre mes premiers émois, ce garçon ne m'est jamais revenu en tête. Nous n'avons jamais parlé, ni eu la moindre interaction. Et puis, avance rapide jusqu'à aujourd'hui, j'ai déménagé dans un autre pays pour poursuivre mes études. C'est un petit pays, et peu de gens de mon pays d'origine viennent ici. Et pourtant, dans l'une des meilleures universités du pays, où l'admission est très sélective, devine qui a été accepté aussi. Lui. Nous ne l'avons pas prévu, nous n'avons pas eu de contact entre-temps, et nous l'avons découvert par hasard grâce à des amis communs, quelques mois avant le début de l'année. Et maintenant, devine avec qui je passe beaucoup de temps, avec qui je commence à ressentir quelque chose. Je suis aussi troublé que fasciné. C'est comme si cette vision d'enfant s'était réalisée toute seule, sans que rien dans ma vie n'ait semblé nous rapprocher jusque-là. Je ne sais pas si c'est une coïncidence incroyable, une sorte de mémoire du futur, ou juste le hasard qui s'amuse, mais une chose est sûre, c'est difficile de ne pas y voir quelque chose de spécial. Chez moi, le robinet fonctionne comme partout ailleurs, à gauche, l'eau chaude, à droite, l'eau froide. Simple, logique, immuable. Mais un jour, sans raison particulière, quelque chose s'est passé qui m'a complètement désorienté. Je m'apprêtais à faire le ménage et, comme toujours, j'utilise de l'eau froide. Sans même réfléchir, j'ai tendu la main vers le robinet et je l'ai tourné vers la gauche, convaincu que c'était le bon sens. Et là, l'eau brûlante s'est mise à couler. J'ai sursauté, incapable de comprendre ce que je voyais. Mon réflexe avait été automatique, naturel, comme si tout mon corps savait que tourner à gauche faisait venir l'eau froide. J'ai vérifié encore et encore. Gauche, chaud. Droite, froid. À chaque fois, le même résultat. J'ai même pensé que le robinet était peut-être déréglé. J'en ai parlé à mes parents, mais ils m'ont assuré que ça avait toujours été comme ça. Toujours. Comme si rien n'avait changé. Pourtant, j'étais persuadé du contraire. Ce n'était pas une hésitation ou une confusion passagère. J'aurais juré que l'eau froide sortait de la gauche, que ça avait toujours été comme ça. Mon esprit refusait de l'admettre, comme s'il existait 2 versions de la réalité, et que j'avais glissé de l'une à l'autre sans m'en rendre compte. Un jour, j'étais à la maison avec mon frère. J'avais terminé mes devoirs et j'allais justement aller le voir pour lui demander si je pouvais sortir jouer un peu. Tout semblait normal, silencieux, presque paisible. Je suis allé dans sa chambre, et là, quelque chose m'a tout de suite paru étrange. Les couvertures sur son lit étaient relevées, formant une sorte de creux, exactement comme s'il venait de s'y asseoir ou qu'il y était encore quelques secondes plus tôt.
Mais il n'était pas là. Sa chaise, son bureau, tout était en place, sauf lui. Au début, j'ai pensé qu'il était allé dans la cuisine, ou peut-être dehors avec nos chats. Pourtant, en regardant autour de moi, j'ai remarqué un autre détail qui m'a figé, nos 3 chats avaient aussi disparu. Pas un bruit, pas un miaulement. J'ai cherché partout, dans le jardin, la salle de bain, ma chambre, celle de ma mère, sous les lits, derrière les rideaux. Rien. La maison semblait vide, étrangement calme, comme suspendue dans le temps. Je me souviens avoir ressenti une sorte de flottement, cette impression bizarre que le silence était trop lourd, presque étouffant. Puis, après ce qui m'a semblé une éternité, peut-être une demi-heure, j'ai entendu la voix de mon frère. Il venait me voir, depuis sa chambre. Je me suis précipité pour lui dire qu'il avait disparu, que je l'avais cherché partout, que même les chats n'étaient plus là. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Il m'a dit que j'étais resté à ma place tout ce temps, concentré sur mes devoirs, et qu'il ne m'avait jamais quitté des yeux, qu'il était dans sa chambre, comme toujours. Mais je sais ce que j'ai vu. Sa chambre vide, les draps marqués, le silence total. Les chats absents. Il n'y a eu aucun bruit de porte, ni avant ni après. J'ai toujours vécu des choses étranges. C'est presque devenu une habitude pour moi. Mais il y a une expérience en particulier que je n'oublierai jamais. Je suis presque certain d'avoir parlé à une autre version de moi-même. C'était au milieu des années 90. J'ai eu un accident de voiture, je me suis brisé la nuque et je suis mort plusieurs fois avant d'être réanimé. Tout est devenu complètement fou à partir de là. Mais ce que je veux raconter s'est passé quelques secondes avant l'accident. Je descendais une colline beaucoup trop vite quand une voiture est sortie d'une route latérale. J'avais 2 choix, percuter la voiture, ce qui aurait probablement tué tout le monde, ou traverser la barrière de sécurité et plonger dans le ruisseau. Pris de panique, j'ai tourné la tête vers le siège passager et je me suis vu assis là, parfaitement calme. Cette autre version de moi m'a regardé droit dans les yeux et a simplement dit 3 mots, « Continue de conduire ». Ces paroles m'ont donné du courage, alors j'ai choisi d'aller droit vers la barrière et de finir dans le ruisseau. J'ai survécu, mais de justesse, et d'autres choses très étranges se sont produites ensuite. J'ai vu ma mère se battre avec quelqu'un pour moi, en criant « Tu as déjà pris l'autre, tu ne peux pas avoir celle-ci aussi ». J'ai eu peur, car j'étais encore conscient dans la voiture et je pensais qu'elle criait après Dieu. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, ma mère m'a raconté presque mot pour mot ce que j'avais vu. Elle parlait de ma sœur, qui était morte avant cet accident. Le plus troublant, c'est que lorsque j'ai vu cette scène, j'étais encore coincé dans la voiture et ma mère n'était même pas au courant de ce qui s'était passé. Ce jour-là reste, malgré toute la bizarrerie de ma vie, celui qui m'a le plus marqué. Il y a longtemps, quand j'étais encore à l'école primaire, je me tenais avec ma meilleure amie près du portail de l'école, à la fin de la journée. Un bus est passé devant nous, avec une publicité pour un nouveau film qui venait de sortir. J'ai alors fait une remarque en disant que c'était un peu bizarre qu'il présente ce film comme une nouveauté alors qu'il était déjà sorti depuis quelques années. Ma meilleure amie m'a lancé un regard complètement perplexe. Elle m'a répondu que ce film venait littéralement de sortir au cinéma quelques jours plus tôt, et que ni elle ni moi ne l'avions vu. J'étais certaine du contraire. Je me suis mise à lui expliquer que j'avais 100% la certitude d'avoir déjà regardé ce film quand j'étais plus jeune. Je lui ai décrit la scène, moi, assise au milieu du salon, en train de le regarder à la télévision. Je lui ai même raconté l'histoire et décrit plusieurs scènes très précises dont je me souvenais parfaitement. Elle restait sceptique, et moi, de plus en plus confuse. Finalement, on s'est dit qu'on irait le voir ensemble au cinéma pour en avoir le cœur net, histoire de vérifier si je ne confondais pas avec un autre film. Le week-end venu, nous sommes allés le voir. J'étais assez mal à l'aise, presque nerveuse, en voyant tout le monde parler de ce film comme d'une nouveauté, alors que pour moi c'était un vieux souvenir. Dès les premières minutes, je me suis mise à dire à mon ami ce qui allait se passer ensuite, scène après scène. Et à chaque fois, j'avais raison.
Tout ce dont je me souvenais s'est produit exactement comme dans mes souvenirs d'enfance. Je n'ai toujours aucune explication à ça. Je ne sais pas si c'était un rêve si réaliste qu'il s'est gravé dans ma mémoire comme un souvenir, une sorte de déjà-vu extrême, ou quelque chose de plus étrange. Mais le plus fou, c'est que ça m'est arrivé de nouveau environ 1 an plus tard, avec un autre film. Même aujourd'hui, je ne comprends toujours pas comment j'ai pu me souvenir d'un film avant même qu'il ne sorte. Cela s'est passé il y a très longtemps, mais je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je suis entré dans ma chambre, et là, posée bien au centre de mon lit, il y avait une petite boîte cadeau noire et dorée. Elle avait l'air toute neuve, délicatement placée, comme si quelqu'un avait voulu s'assurer que je la vois dès que je franchirais la porte. Curieuse, je l'ai ouverte. À l'intérieur, un pendentif magnifique reposait sur un petit coussin de velours, un cœur en verre, traversé de tourbillons de couleurs et d'éclats lumineux, suspendu à un cordon noir imitant le cuir, avec de fines touches dorées. C'était un bijou à la fois simple et mystérieux, le genre d'objet qui semble presque vivant quand la lumière s'y reflète. J'ai tout de suite pensé que mes parents me l'avaient offert. Alors, je suis descendu leur montrer la boîte, encore pleine d'excitation. Mais à ma grande surprise, ils m'ont assuré qu'ils n'en savaient rien. Ni l'un ni l'autre ne l'avaient jamais vue. Ils pensaient même que c'était moi qui l'avais trouvée ailleurs. Pourtant, je savais que non. Elle n'était pas là plus tôt dans la journée, et personne n'était censé être entré dans ma chambre. Un jour, je suis sorti de la maison et je me suis assis sur le perron. Autour de chez moi poussaient de nombreux arbres, des plus petits aux plus grands. Chacun était différent, qu'il soit jeune ou ancien. Je me suis assis là, et j'ai remarqué que le monde semblait s'être figé. Pas une seule feuille ne bougeait, alors qu'elles oscillaient toujours, même lorsqu'il n'y avait pas de vent. Cette fois, c'était comme si tout s'était arrêté, et l'air semblait plus dense que d'habitude, presque lourd. J'ai alors levé les yeux au-dessus des arbres. Des nuages flottaient bas, assez petits et épars, mais ils se déplaçaient rapidement. Il y avait donc du vent. Mais alors pourquoi les arbres restaient-ils immobiles? Pourquoi toutes les feuilles semblaient-elles figées, comme sur une photo? J'ai levé les yeux encore plus haut et j'ai vu de gros nuages au-dessus des petits. Il y avait forcément du vent. Pourtant, aucune feuille ne bougeait. Tout était immobile. Je suis rentré chez moi, tournant le dos aux arbres, et une pensée m'a traversé l'esprit, bon sang, on dirait une simulation, comme dans la Matrice. Et si j'imaginais que les feuilles, à ma droite, se mettaient à bouger? J'ai tourné la tête vers l'endroit auquel je pensais, et là, quelques feuilles ont bougé, puis se sont figées de nouveau. J'ai regardé la porte, puis j'ai tourné la tête rapidement vers les arbres. Rien. Les feuilles ne bougeaient plus du tout. Je suis rentré à la maison. 1 heure plus tard, je suis ressorti, et là, surprise. Les feuilles bougeaient de nouveau comme d'habitude, les branches oscillaient légèrement, mais les nuages semblaient avancer beaucoup plus lentement que la première fois. Et il y a un autre détail. Près de ma maison passe une autoroute. On entend toujours le bruit des voitures. Mais ce jour-là, au début, il régnait un silence complet, puis on a entendu le passage de quelques véhicules, avant que le calme ne revienne. Et encore quelque chose. D'habitude, on entend toujours les oiseaux chanter, mais à ce moment précis, pas un seul ne gazouillait. Un jour, j'ai vécu une situation vraiment étrange. Mon petit ami m'a envoyé un message le matin pour me dire qu'il avait trouvé un de mes faux ongles dans son lit, et qu'il se demandait s'il devait le garder pour que je puisse le recoller. Au début, j'ai éclaté de rire, mais très vite, j'ai senti une petite inquiétude monter. Le problème, c'est que cet ongle venait d'une vieille série que je portais plusieurs mois avant même que l'on commence à sortir ensemble. J'ai tout de suite pensé qu'il me trompait. J'ai même eu ce petit pincement au cœur, ce doute qui surgit sans prévenir. Pourtant, quand il m'a envoyé la photo, j'ai reconnu l'ongle immédiatement. C'était bien le mien. Je me souvenais parfaitement de ce modèle, un vernis d'une couleur bien précise,
et surtout une minuscule tache de peinture séchée dessus, que j'avais faite en travaillant sur un projet artistique il y a quelque temps. Impossible de se tromper. Mais alors, comment cet ongle avait-il atterri dans son lit? C'était totalement insensé. J'avais changé de sac depuis des mois, donc il ne pouvait pas s'y être glissé par hasard. Je n'avais ni poche ni vêtements susceptibles de le transporter la dernière fois que j'étais venu chez lui. C'était comme si l'univers avait décidé de me jouer un tour. Finalement, on en a ri. C'est devenu une blague entre nous. On dit souvent qu'il sort aussi avec mon double, ma version d'un autre monde. Parfois, quand je viens chez lui, il me regarde avec un sourire moqueur et dit qu'il se demande si c'est bien moi, ou l'autre moi, celle qui a laissé un ongle derrière elle avant même qu'on se rencontre. Celle-ci est étrange, et elle vient tout juste de se produire hier et aujourd'hui. Nous avions une coulée de béton prévue ce matin-là. Pendant le travail, j'ai remarqué que ma manche droite était déchirée. Je me suis dit, super, maintenant les deux manches sont fichues, car j'avais déjà une déchirure sur la gauche. Je ne me souvenais pas du moment où le tissu s'était accroché, tout ce dont je me rappelle, c'est d'avoir baissé les yeux et vu la déchirure. Le travail allait vite, alors j'ai vite accusé une vis qui dépassait d'une planche de contreplaqué. La déchirure formait un triangle, dont un côté battait au vent, et je distinguais nettement ma peau à travers l'ouverture. En rentrant, je me rappelle avoir fait attention à ne pas l'élargir en retirant le t-shirt. Puis j'ai complètement oublié l'incident jusqu'au lendemain matin, en m'habillant pour retourner au chantier. La manche n'était plus déchirée. Pas recousue, pas rapiécée, intacte. Le tissu n'avait aucune trace, pas même un fil arraché. Pourtant, ma peau gardait 3 marques légères de brûlure au ciment, précisément à l'endroit où la déchirure aurait dû se trouver, et si on les reliait, elles formaient elles aussi un triangle. J'ai même enfilé le t-shirt à l'envers pour vérifier si j'avais pu me tromper de côté, mais non, c'était immédiatement inconfortable, et la zone ne correspondait pas du tout. Toute la journée, je n'ai cessé de repasser la scène dans ma tête. J'étais certain d'avoir vu cette déchirure, d'avoir senti le vent s'y engouffrer, d'avoir fait attention en retirant le vêtement. Et pourtant, il n'en reste rien. Depuis, j'ai l'impression que quelque chose s'est effacé, qu'un fragment de réalité a été corrigé, mais que mon corps en garde encore la trace. Ces 3 marques forment une sorte de signature, comme si le monde avait voulu effacer l'incident mais avait oublié les preuves. Un jour, je conduisais avec un ami, tranquille, la musique à fond, sans rien d'inhabituel. On roulait sur la grande route qui mène vers le centre, quand, en tournant la tête, j'ai vu un camion sur la voie d'axe en grave côté. Et là, mon cœur s'est arrêté un instant. C'était le camion de mon père. Même modèle, même couleur, mêmes autocollants un peu effacés à l'arrière, et surtout la même plaque d'immatriculation. Mais ce n'était pas seulement le camion. C'était lui au volant. Sa silhouette, sa posture, même son uniforme de travail. Il avait la même casquette, les manches retroussées de la même façon, le même regard concentré sur la route. C'était comme le voir sortir tout droit d'une journée ordinaire. Sur le moment, j'ai rigolé. Je me suis dit que ce serait marrant de l'appeler, juste pour lui dire que je roulais à côté de lui, que le hasard faisait bien les choses. Alors je l'ai appelé. Quand il a décroché, il y avait le bruit typique de son bureau derrière lui, les claviers, les voix étouffées, la machine à café. Je lui ai dit en riant, « Eh, t'es au courant que je suis juste à côté de toi sur la route ?» Il y a eu un silence, puis sa voix, sérieuse, « De quoi tu parles ?»« Je suis au boulot. » J'ai senti un frisson me traverser. Je me suis redressé un peu, j'ai regardé encore le camion à côté de nous. Il était toujours là. Le conducteur avait exactement les mêmes gestes que mon père. J'ai même cru qu'il m'avait vu, car il a tourné légèrement la tête à un moment, et pendant une seconde, j'aurais juré qu'il m'a regardé dans les yeux. Puis il a pris une sortie, son clignotant s'est allumé, et il a disparu dans le flot de circulation. Mon ami l'a vu aussi, et il m'a dit, un peu confus, « Mec, c'était ton père, non ?» Et pourtant, je savais qu'il n'y avait aucune chance.
Le GPS de mon père, plus tard, prouvait qu'il n'avait pas quitté son bureau de l'autre côté de la ville. Même camion, même plaque, même homme, mais impossible que ce soit lui. Quand j'avais environ 18 ans, je vivais dans une zone plutôt rurale. Près de chez moi, il y avait une route mal entretenue qui servait de raccourci pour aller chez un ami. La plupart des gens l'empruntaient seulement pour promener leurs chiens ou faire un peu de jogging. À pied, il me fallait environ 30 minutes pour atteindre la maison de mon ami, même si je prenais d'habitude mon vélo. Un soir de week-end, cet ami était venu me rendre visite, et nous avons décidé de rentrer chez lui à pied. Au lieu de passer par la route principale, nous avons pris le raccourci. Il n'y avait pas de lampadaire, mais la lune brillait suffisamment pour qu'on voie assez bien autour de nous. En marchant, j'ai ressenti des frissons, même s'il faisait chaud, et il m'a dit qu'il ressentait la même chose. C'était étrange, l'ambiance paraissait anormale. On n'entendait rien du tout. Pas d'oiseaux, pas de vent, pas un bruit humain. Juste y repenser me donne encore la chair de poule. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés chez lui, et tout semblait redevenu normal. On riait même en se moquant de nous-mêmes et de l'atmosphère bizarre de ce chemin. Mais notre rire s'est arrêté net quand on a regardé l'heure. 3 heures s'étaient écoulées. Nous avions marché pendant 3 heures, alors que le trajet ne dure que 30 minutes, et nous n'étions pas ivres. Cette découverte nous a glacés. Le lendemain soir, nous avons décidé de refaire le même trajet pour vérifier. Cette fois, tout était normal, il y avait du vent, des bruits, et cela nous a pris exactement 30 minutes. Quand j'étais enfant, il y a eu une nuit que je n'ai jamais oubliée. Mon père, ma sœur et moi rentrions à la maison. Il faisait noir, ce genre de noir total qu'on ne trouve que sur les routes de campagne, sans lampadaire, sans maison autour, juste le silence et les phares de la voiture qui éclairaient le ruban de bitume devant nous. Nous roulions depuis un moment lorsque nous avons approché un passage à niveau. Mon père ralentit un peu, comme il le faisait toujours, puis traversa les rails. À peine avions-nous franchi la voie qu'un mur de lumière nous aveugla. Des phares, énormes, blancs, à moins de 2 mètres de la voiture. Ma sœur et moi avons hurlé. Mon père a donné un coup de volant brusque, le genre de réflexe qui ne vient que de la peur la plus pure. La voiture a bondi sur le bas-côté dans un crissement de pneus, et pendant un instant, j'étais persuadé que le train allait nous percuter. Mais rien ne s'est passé. Pas de choc, pas de bruit, pas de vent déplacé par un train lancé à pleine vitesse. Nous sommes restés figés quelques secondes, tremblants, sans un mot. Mon père a repris son souffle, puis a garé la voiture un peu plus loin sur le bas-côté. Quand nous avons tourné la tête pour regarder derrière nous, il n'y avait rien. Pas de train, pas de lumière, pas même un son au loin. Les rails, à perte de vue, baignaient simplement dans la nuit. Mon père a vérifié plusieurs fois, pensant qu'il avait peut-être confondu un camion ou un véhicule arrêté sur une route parallèle, mais il n'y avait aucune autre route à proximité. Rien ne pouvait expliquer ces phares gigantesques, si proches, si réels. Pendant un moment, nous avons pensé qu'un train avait pu être arrêté juste au bord du passage à niveau et que nos phares avaient réfléchi sur les siens. Mais cette explication ne tenait pas. Nous avions vu la lumière venir de face, pas en reflet, et surtout, il n'y avait rien derrière nous. Aucun train arrêté, aucune lumière qui s'éteint, rien du tout. Les années ont passé, mais nous nous souvenons tous trois de cette nuit comme si elle venait d'arriver. Même les détails, la route étroite, la couleur du ciel, l'odeur du plastique chaud dans la voiture. Ma mère, elle, n'y croit pas une seconde. Elle dit qu'on a dû rêver, qu'on a exagéré, que c'était un mirage dû à la fatigue. Je suis désormais convaincu que je peux pressentir quand un animal va mourir. Cela m'est arrivé 3 fois, et à chaque fois j'avais raison. Ces pressentiments se produisent entre 1 ou 2 jours et parfois 1 à 2 semaines avant que l'animal ne décède réellement. La première fois, c'était avec mes gerbilles. J'en avais 2, et une nuit, j'ai rêvé que l'une d'elles était morte dans sa cage. Paniqué,
je suis descendu en courant le lendemain matin pour vérifier, et là, j'ai vu ma petite gerbille étendue, raide, sur le sable de la cage. La deuxième fois, j'ai rêvé que le chaton de nos voisins était mort. Dans mon rêve, tout ce qui se passait, c'est que ma mère rentrait à la maison l'air triste et me disait que le chaton s'était fait écraser. Je me suis réveillé très confus, sans comprendre pourquoi j'avais rêvé d'un truc aussi précis. 1 heure plus tard, ma mère est revenue de chez ses voisins et m'a annoncé exactement ce que j'avais vu dans mon rêve. J'étais tellement choqué d'avoir prédit la mort du chaton que j'ai réagi en disant « Oh mon Dieu, oui », ce qui, évidemment, n'était pas la meilleure réaction à avoir. La troisième fois, c'était avec ma propre chatte, morte d'un cancer. J'ai rêvé que j'étais dans l'escalier de ma maison, la tenant dans mes bras, et qu'elle venait de mourir. Quelqu'un, dont je ne me souviens plus, m'a alors dit « C'est vraiment triste qu'elle ait eu un cancer ». Le truc, c'est qu'à ce moment-là, nous ne savions pas encore qu'elle était atteinte d'un cancer. On savait juste que quelque chose n'allait pas, parce qu'elle faisait de drôles de bruits et se grattait souvent la bouche. Quelques semaines plus tard, on a dû l'endormir. Le vétérinaire a confirmé qu'elle souffrait d'un carcinome épidermoïde, un cancer agressif impossible à soigner. Je ne sais pas si tout cela n'est qu'une série de coïncidences, mais à chaque fois que j'ai essayé d'en parler à ma mère, elle s'est moquée de moi en disant que j'inventais des histoires. Peut-être que tout le monde réagirait comme elle. Mais qui sait, la prochaine fois que je ferai un de ces rêves et que je le dirai avant que ça ne se produise, on me croira peut-être. C'était une journée d'été éclatante, une de celles où le ciel semble trop vaste pour être réel. Je roulais sur une autoroute de l'Iowa, quelque part entre deux villes, là où les champs s'étendent à perte de vue et où la route se fond avec l'horizon. C'était en milieu de journée, un jour de semaine, donc presque vide, juste le ronronnement régulier du moteur et la chaleur qui tremblait au-dessus de l'asphalte. Devant moi, j'ai remarqué une voiture qui détonnait dans ce décor. Une Cadillac noire, sans doute des années 40 ou 50, parfaitement entretenue, sa carrosserie brillante reflétant le soleil. J'ai pensé que c'était étrange d'en croiser une sur cette route isolée, mais pas impossible. Peut-être un passionné, ou quelqu'un qui rentrait d'un rassemblement de voitures anciennes. Je me suis rapproché un peu, intrigué. Le véhicule roulait à une allure stable, presque lente. Alors, j'ai mis le clignotant, changé de voie et accéléré pour le dépasser. Pendant quelques secondes, j'ai gardé la Cadillac dans mon champ de vision, observant sa silhouette élégante, ses lignes d'un autre temps. Puis j'ai accéléré un peu plus. Quand j'ai voulu me rabattre, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur, puis dans mon angle mort, et la Cadillac n'était plus là. Rien. Pas une trace. Pas de voiture derrière moi, pas de poussière soulevée, pas même un éclat noir sur la route. J'ai ralenti, cherchant des yeux impossibles embranchements, une aire de repos, un chemin de terre, mais il n'y en avait aucun. Pas de virage, pas de sortie, juste une ligne droite bordée de champs jaunes et verts à perte de vue. Pendant un instant, j'ai même cru que mes yeux m'avaient trahi, qu'il s'agissait d'une illusion de lumière, un reflet sur le pare-brise. Mais je savais ce que j'avais vu. Les chromes, la calandre, la plaque ancienne, tout était trop net. J'ai continué à rouler en silence, le cœur battant un peu plus vite, jetant des coups d'œil réguliers dans le rétroviseur, sans jamais revoir la moindre trace de cette voiture. Plus tard, j'ai cherché sur Internet, par curiosité, des histoires d'accidents ou de routes hantées en Iowa. Et je suis tombé sur plusieurs témoignages de gens qui disaient avoir croisé, à des années d'intervalle, une vieille Cadillac noire sur cette même portion de route, qui disparaissait sans laisser de traces. C'est sans doute l'une des histoires les plus banales qu'on puisse raconter, et pourtant, je n'arrive toujours pas à l'expliquer. J'ai une paire de chaussettes C9 que j'ai reçues dans un colis pendant mon entraînement militaire. Elles sont parfaites pour moi, confortables, solides, exactement à ma taille. Je n'en ai qu'une seule paire, et malgré des années à chercher, je n'ai jamais retrouvé de modèle identique en magasin. Ces chaussettes avaient fini par devenir un petit trésor personnel, un souvenir d'un temps difficile mais précieux. La semaine dernière, je faisais ma lessive dans la buanderie de mon immeuble.
J'utilisais la machine tout au fond, celle collée contre le mur. En versant le linge à l'intérieur, j'ai vu l'une de mes chaussettes C9 glisser et tomber entre la machine et le mur. L'espace est si étroit qu'il est impossible d'y passer la main, même un cintre n'aurait pas suffi. J'ai eu un pincement au cœur, mais je me suis vite fait une raison. Quand je pliais mes vêtements un peu plus tard, j'ai retrouvé l'autre chaussette, seule et inutile. Je l'ai regardée un moment avant de la jeter, me disant qu'elle ne servirait plus jamais à rien. Quelques jours plus tard, je retourne faire ma lessive, comme d'habitude. Rien de particulier ne se passe. Pourtant, en pliant mes vêtements le soir même, j'ai senti un frisson me parcourir. Là, parmi mes t-shirts et mes serviettes, il y avait mes chaussettes C9. Les deux, propres, pliées ensemble, comme si rien ne s'était jamais passé. Je suis resté immobile un moment, les chaussettes dans les mains. Je me suis repassé la scène dans la tête. J'étais sûr d'avoir vu la première tomber, sûr de l'avoir perdue pour de bon, sûr d'avoir jeté la seconde. Et pourtant, elles étaient là, revenues d'on ne sait où, comme si le monde avait effacé une petite partie de son histoire pour la réécrire. Quand j'avais 18 ans, j'ai vécu quelque chose que ma famille pense être une attaque ischémique transitoire. Je n'ai jamais eu de diagnostic officiel, mais mon père travaille dans le domaine médical, alors son avis a un certain poids. Pendant un moment après ça, mon cerveau ne fonctionnait plus tout à fait comme avant. Les chiffres ne faisaient plus sens, la logique m'échappait parfois. C'était étrange, déroutant, mais aussi fascinant à sa manière. Parfois je me dis que cette période mériterait un livre, parce qu'elle a changé ma façon de voir le monde. Peu de temps après cet épisode, j'étais sur le chemin du retour, installé du côté passager. Je regardais le ciel, sans penser à grand-chose, juste le bleu tranquille de l'après-midi. Puis, tout à coup, une portion du ciel est devenue floue. Pas comme un nuage ou une lumière étrange, vraiment floue, brouillée, comme de la neige sur un vieux poste de télévision. Le phénomène n'a duré qu'une demi-seconde, mais j'ai senti le brouillage dans ma tête, comme si ce n'était pas seulement devant mes yeux mais aussi à l'intérieur de moi. Il y avait un bruit très léger, un crépitement, et une sensation d'électricité dans le crâne, une vibration courte et nette. Puis tout est redevenu normal. Je me souviens être resté immobile, fixant ce morceau de ciel parfaitement revenu à la normale, et me demander si ce que j'avais vu venait vraiment de dehors, ou de moi. Cela vous est-il déjà arrivé? Parfois, quand je pénètre dans une pièce de ma maison, tout n'est plus à sa place. Je ne parle pas d'un objet déplacé ou d'une lampe tournée différemment. Non. Le canapé est de l'autre côté de la pièce, la télévision fixée au mur se trouve soudainement sur le mur opposé, comme si la pièce avait été entièrement inversée. Au début, j'ai cru que je devenais fou. La première fois que c'est arrivé, j'ai senti une bouffée de panique. J'ai quitté la pièce précipitamment, le cœur battant, et quand j'y suis retourné quelques secondes plus tard, tout était redevenu normal. Même lumière, même odeur, même silence, sauf que j'avais la certitude absolue que tout avait changé l'instant d'avant. J'ai essayé de me raisonner. Peut-être un coup de fatigue, un trouble visuel, une illusion passagère. Mais ça a recommencé. Pas une ou deux fois, mais des dizaines. Aujourd'hui encore, cela m'arrive de temps à autre, et je ne sursaute plus vraiment. C'est devenu une sorte d'habitude étrange, comme si mon cerveau avait fini par accepter ces glissements comme une variation ordinaire de la réalité. Chaque fois, la scène se déroule de la même manière. J'entre dans la pièce, tout semble inversé, le canapé, la table, la télévision, même la direction des ombres. Et puis, en un battement de paupières, tout revient à sa place. Aucune transition, aucun mouvement perceptible, juste un basculement net entre deux versions du même endroit. Le plus troublant, c'est que la pièce ne paraît pas seulement inversée visuellement. L'air lui-même semble différent, plus dense, comme si je franchissais brièvement la frontière d'un autre espace, ou d'un autre souvenir du mien. J'ai cessé d'en parler autour de moi. Personne ne comprenait, et plus je tentais d'expliquer, plus cela semblait irréel. Pourtant, j'en suis certain,
quelque part, entre ces instants de normalité, il existe un autre chez moi, parfaitement identique au mien mais inversé, où tout est à sa place à l'envers. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.